Maintenant, je voudrais inviter Mark White, le directeur général de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Il va prendre des questions de Claire O'Hara, journaliste et reporter pour le Globe Mail pour l'assurance. Mark va parler de toute une gamme de thèmes. Mark, c'est toujours bon de vous voir parce que vous allez répondre aux questions difficiles. Et puis après, les questions de la part de l'audience. Si vous n'êtes pas dans le site web, alors faites-le. Si vous n'êtes pas capable de poser les questions par le web, alors mettez vos mains dessus et puis on va venir vous voir. Bonjour Claire, comment ça va? Oui, très bien. Et puis, ça, c'est très bien de revenir en présentiel. Bon, on vient de se parler pour l'échange en ligne il y en a quelques années, mais c'est fabuleux de voir tellement de figures. Et puis, merci à tout le monde en ligne qui sont venus en ligne. Je n'ai pas oublié de vous, non? Alors, quand vous pourriez voir, beaucoup de secteurs ont beaucoup de questions. Mais j'ai voulu commencer par cela. Si l'ARCEF parle de protection des consommateurs dans beaucoup de secteurs, financiers, après l'année passée, qu'est-ce que vous avez fait pour ces temps pour démontrer que vous agissez pour les consommateurs et comment est-ce qu'on pourra mesurer le succès? C'est très difficile de mesurer le succès auprès des consommateurs, mais dès le jour 1, c'était le moment important, comme John vient de dire. C'était notre objet primaire, la protection des consommateurs. Alors, on va continuer de bâtir sur des choses qui marchent pour nous et pour le panel des administrateurs et des consultatifs des consommateurs et, pour avoir des idées et puis pour utiliser ces idées pour faire les analyses, les soumissions. Bon, je viens d'apprendre beaucoup de la part d'eux et ça continue d'avoir des données financiers, par exemple celles sur les retraites, régime de retraite, pour avoir du succès. On vient de comprendre qu'il faut aller plus en profondeur. Bon, on vient de faire des recherches sur des points importants et cette recherche vient de se manifester de comment on vient d'entreprendre la réglementation. Les planificateurs de l'assurance automobile viennent de remontrer comment on fait superviser le secteur. Généralement, pour les consommateurs, on voudra trouver les risques des consommateurs et puis les relations, ce n'est pas de celle de confiance. Alors, on vient de publier le plan pour consultation de comment on pourra gérer les consommateurs vulnérables et comment les supporter pour qu'ils se sentent plus confortables quand on gère les affaires auprès des institutions. L'autre zone de recherche sur les courtages hypothécaires, on vient d'identifier là où on trouve les courtages hypothécaires privés. Alors, les consommateurs doivent savoir ce que sont les options quand ils font l'application. C'est pas les mêmes comme auprès des institutions financières. Puis, essayer d'informer les consommateurs sur les courtages hypothécaires, les avisateurs qui viennent de lancer le check crédentiel, on l'appelle comme ça, et si quelqu'un voudra savoir si le planificateur vraiment sont celles qu'ils le disent avec tous les crédences. Une autre chose, très vite. Maintenant, on vient de faire des changements de gouvernement et maintenant, on a le fonds du panel monétaire avec les leviers qu'on pourra utiliser pour le bénéfice des secteurs et consommateurs. On est presque au fin du premier tour et puis de voir comment on pourra assister les consommateurs auprès d'autres recherches et des éducations. Et puis, on va parler aussi auprès de vos succès pour l'assurance automobile où les assureurs sont obligés pour prendre les consommateurs comme le centre. C'était le succès. On a eu beaucoup de travail auprès de la RSF. Bon, je voudrais aussi parler du secteur des sections de l'assurance et puis et c'est pour le coût augmentant pour les assurances de voitures. L'augmentation de 12% pour les derniers 18 mois. Alors, ça veut dire que en moyenne, c'est 1700 qui est maintenant. À la fin de 21, c'était 1500. Alors, qu'est-ce qu'on fait mieux? Vous avez mentionné l'année passée que bien, ce qui est important pour le secteur, pour les taux d'assurance automobile, oui. Bon, les coûts, ils sont au-dessus, mais dans l'assurance automobile, les taux de l'inflation est plus haut que dans d'autres services et c'est en fait statistique les dernières quelques années, comme la part de l'augmentation. Mais
même les taux d'intérêt, ils font influencer le secteur. Et puis, comment dirais-je, pour les derniers 5 ans, ça s'est augmenté. Les véhicules se coûtent plus. Des parts des travail, ça coûte mieux. Ça coûte beaucoup plus. Et même l'allocation des voitures, ça coûte de plus. Alors, on vient de parler de 12% en Ontario. Dans d'autres juridictions, c'est 3,9%, par exemple, 25% dans d'autres provinces, parfois 21% dans Alberta. Non, non, ce sont les membres de 5 ans. 32% au Québec, 25% Atlantique, 21% à l'Alberta versus Ontario, qui était 12% pour 5 ans. Alors, les derniers chiffres de 2023, ceux qui sont préliminaires, mais toujours instructifs, Québec, c'était au-dessus de 12,4, Atlanta 12%, Ontario au-dessus de 8%, Alberta, qui augmentait toujours, c'est 7,6%. Alors, Ontario, dans l'année passée et dans les derniers 5 ans, faisait assez bien du point de vue du marché parce que on a eu vraiment des coups de pression. Mais maintenant, on vient de voir la transformation. Ce sont les taux et les réformes de souscription. Et on vient d'approuver. On ne gère pas les consommateurs et les intérêts des consommateurs au marché. On ne fait qu'approuver les taux. Alors, ce qu'on fait, c'est donner le pouvoir aux consommateurs pour s'assurer que les assureurs comprennent l'obligation de vraiment traiter des consommateurs d'une manière bonne et d'une manière correcte. Ah bon, essayons comme ça. Est-ce que vous m'entendez toujours comme ça? Oui. Comment s'assurer que les assureurs, ils sont en ligne avec qu'ils ont des systèmes, des processus qui prennent comme le point focal que les produits et les consommateurs doivent être traités correctement dans le processus de souscription. En particulier, on parle des transparences pour technologie, pour les consommateurs, pour qu'ils puissent diminuer le fardeau pour recherche et pour qu'ils obtiennent les meilleurs taux possibles pour eux. À la fin, la compétitivité de bonne santé est supervisée par le marché de la RSF, c'est meilleure alternative. Alors, je voudrais parler un peu sur une autre chose, l'assurance automobile. On vient de parler de fraude, mais les taux de territoire, on vient d'y parler déjà dans les années passées. Là, si quelqu'un vient de prendre le prix et puis voir des facteurs différents, l'âge, genre les casiers judiciaires, eh bien, où est-ce que vous habitez aussi? Bien, c'est la discrimination du code postal. Et puis, l'industrie vient d'exploser beaucoup de concerns dans des années passées. En ce qui concerne la discrimination, l'RSF vient d'ouvrir l'environnement de test pour permettre à les assureurs de parler sur les thèmes de territoire. Mais pourquoi pas bannir les territoires, les diffusions de territoire? C'est pas juste. Non, c'est pas non juste. Les lieux, c'est le déterminant primaire de vos risques étant le chauffeur assuré. Votre fait de risque, le risque, où est-ce que vous allez le plus fréquemment, les trafics, comment sont les chemins, tout ça c'est déterminé par où vous habitez, les vols, etc. Mais pour ne pas prendre en considération géographie, ce sera de faire pire pour avoir les taux beaucoup pire pour beaucoup des consommateurs. Le problème est que les territoires, les modes pour le bâtir, c'était fait par les prédécesseurs en 2005. Ils ont pris les codes postaux. Et maintenant, les gens, pratiquement, ils changent la rue d'un territoire du code postal à l'autre et ils voient l'augmentation importante des taux. Le ministre vient de nous demander de considérer ça pour déterminer que le système basé sur le code postal, c'est vieux, ça doit être changé. Mais le problème n'est pas que ce sont les territoires, mais les territoires ne permettent pas d'être redéfinis. C'est comment, les risques sont transparents dans le marché. Alors, ce qu'on fait, c'est le taux d'innovation avec le point focal sur la ville reine de Toronto. Toutes les compagnies d'assurance disent on voudra changer le territoire pour quelque chose qui est basé sur les données actuelles, mais peut-être, par exemple, changer par les territoires avec la flexibilité entre les territoires pour que ce ne soit pas noir et blanc comme auparavant. Pour avoir les suggestions, et les consommateurs, quand ils vont essayer de voir les prix, ils vont trouver que les assureurs des territoires différents vont changer. Et que puis, si par exemple vous changez votre adresse pour une autre rue, et puis l'autre assureur ne va pas dire, bon, ça s'est bien changé. Non.
La densité de trafic, les chemins, les risques, bon, seront les mêmes si vous changez d'une maison à l'autre, d'un côté de rue à l'autre. Et c'est le mode de voir le marché d'une manière supervisante et puis pour avoir le contrôle pour les tests des environnements et des. Alors, merci pour le ministre de nous avoir demandé de considérer. On vient de voir les améliorations et qui seront aussi, bon aussi après le processus financier. Donc, vous n'êtes pas concerné pour le prix. On pouvait magasiner, vous pouvez voir des différences dans ces taux. Est-ce que c'est trop tôt à date? Donc, il y a tellement de différences. Donc, on a toujours entendu que les gens magasinent. C'est votre meilleure protection en tant que consommateur. Et il y a quelque chose dans l'assurance qui, dans d'autres juridictions, en fait, qui ont empêché. Mais essentiellement, c'est une pénalité de loyauté. Donc, les assureurs reconnaissent, ils font une analyse de l'idée de renouveler sans magasiner. Et en fait, c'est très haut. Et donc, vous n'avez pas les meilleurs taux des fois, en moins de magasiner, hein, parce que l'assureur pourrait être très heureux avec tous les clients qu'ils ont dans certains domaines. Donc, ils ne travaillent pas très fort pour avoir plus de clients du Mississauga, par exemple. Donc, quelqu'un d'autre, possiblement un autre assureur, veut vraiment avoir plus de contrats. Ils sont prêts à avoir les prix pour vous avoir en tant que client. Donc, je veux rentrer une autre question sur l'assurance automobile. Donc, l'année passée, à RSF, il y avait le soin pour les victimes d'accidents. Et qu'est-ce qui est payé à ces fournisseurs que les victimes prennent comme la physiothérapie? Les services ne restreignent pas la quantité qu'un professionnel peut facturer un client, mais ça dépend de la quantité qu'une compagnie peut être obligée à payer un professionnel de santé pour les services pour quelqu'un qui est blessé. À RSF, ils vont établir les maximums pour ces services des accidents aux victimes. Ça n'a pas changé depuis 2014 et RSF va indiquer des lignes maîtresses, établissant des frais maximums pour aider les fournisseurs de services. Et ça n'a pas changé depuis 2014. Donc, ce qu'on entend des différents fournisseurs, c'est qu'ils disent que les frais sont trop bas et ont des difficultés, en fait, à servir les accidentés. Et d'autres fournisseurs disent que ça contribue à leur désir de quitter l'Ontario. Donc, étant donné votre autorité pour ajuster ces frais, quelle est votre intention? Est-ce que vous avez l'intention de corriger la situation et qu'avez-vous fait depuis l'année passée plus que c'était mentionné? Je présume que, bon, j'aime pas la façon que vous dites que c'est un oubli. En fait, on vérifie les marchés. Les bienfaits, les avantages à l'assureur ou à la victime d'accident sont contrôlés par SABS, la cédule des automobiles des avantages. Bon, toutes les polices d'assurance, que vous soyez conducteur ou passager ou dans un autre véhicule, ou vous avez une couverture. C'est la chose la plus importante. Ce qu'on parle ici avec les services professionnels et les guides maîtresses, c'est qui assurent ce que les assureurs sont obligés de payer. Ils ne sont pas obligés d'être impliqués pour fournir ces services de soins aux fournisseurs de services de santé. Donc, ça met un montant garanti que le fournisseur de services peut donner, mais ça ne détermine pas ce qu'ils peuvent charger si le client veut payer plus. Ou ils peuvent aussi contacter l'assureur pour voir si c'est quelque chose, des services spéciaux qu'on devrait recevoir plus à cause d'une situation spéciale. Ce que ça fait, en fait, que ça contrôle les coûts dans le système. Si on augmente le PSG ou MIG, ce coût va être un coût légitime pour les assureurs de revenir et demander pour des augmentations. Ce qu'on fait ici avec l'intérêt du consommateur, c'est qu'on va équilibrer les objectifs de compétition, de garder les taux à la baisse en gardant les coûts sous contrôle et de s'assurer que les victimes d'accidents reçoivent des services à temps. Et on vérifie, on évalue, on veut avoir plus d'informations et on veut voir simplement si c'est un manque de fournisseurs, si les victimes d'accidents n'ont pas les services, les traitements nécessaires et à temps. Donc, c'est un problème de fournisseurs qu'on serait très préoccupé et on voudrait augmenter ces taux. Par contre, essentiellement, c'est l'équilibre qu'on essaie de trouver. C'est quelque chose que, oui, nous regardons et probablement que nous allons continuer à regarder dans le futur parce que l'inflation, bien sûr, nous sommes sensibles et que ça a rentré dans le revenu de ces différents fournisseurs de santé. Maintenant, on rentre dans le PNC. Lorsqu'on regarde le PNC,
la propriété, et ce n'inclut pas l'automobile. Qu'est-ce que RSF a mis les priorités sur les plans d'assurance, les réclamations, le PNC, les supervisions et le secteur non automobile. Donc, j'ai eu beaucoup de groupes ici pour les acronymes. Oui, on devrait mettre 100 pour chaque fois. OK, on va commencer à 500 $. Donc, comme on avait observé, comme on a commencé à regarder la distribution dans les chaînes d'approvisionnement du marché de santé et les régulateurs précédents ont essayé d'être responsables et de renforcer et d'aider dans les complètes. On essaie de se garder au milieu de ces réglementations. On doit comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché. Comme on a fait dans la vie et santé, on va regarder la distribution, les canaux de distribution dans le PNC pour comprendre, parce qu'ils ont changé beaucoup depuis l'acte a été mis en place, et de comprendre quel est le rôle des MGA dans la distribution du PNC. Quel est le rôle? Et donc, nous avons assez de plaintes, d'informations de plaintes et d'autres de juridictions. Et nous savons, du moins par anecdote, que les réclamations sont un grand problème. Et ça, c'est à cause des désastres naturels, bien sûr, l'inondation, le vent, les tempêtes. Donc, on veut saisir ces problèmes dans toutes les juridictions dans le monde. C'est une grande concentration. Est-ce que les réclamations sont ajustées? Est-ce que les paiements sont à l'heure? Est-ce que les consommateurs ont la couverture qu'ils ont besoin? Et on vérifie plus. Est-ce qu'il y a une compréhension de c'est quoi? Que ce soit endommagé par l'eau, le refoulement d'égout, par exemple, ça devient très compliqué. Et donc, on regarde les réclamations. Évidemment, ça va être un événement important dans la vie de quelqu'un lorsque leur foyer est endommagé sévèrement, soit par quelque chose qui est un événement qui peut être assuré. Donc, on veut contrôler ces choses. On a un plan que nous avons mis en place publiquement. On est très transparent avec ce que nous allons faire dans ce domaine. On croit qu'on a un bon soutien de les communautés d'assurance. On réalise que c'est un domaine qu'on doit observer, mais on travaille étroitement avec Rebo, qui est les courtiers d'assurance de l'Ontario. On va être sûr qu'on a cet acronyme. Est-ce que je dois reprendre mon 5 $ si je le dis immédiatement après? Oui. Bon, OK. Bon, on travaille sur ça parce qu'on va réglementer les courtiers et on va superviser Rebo dans cette activité. Donc, on regarde les pratiques qui ne sont pas équitables. C'est un grand domaine, mais on réalise qu'on doit construire la capacité et les observer et en comprenant les pratiques d'affaires et les problématiques des consommateurs. Bon, les pensions maintenant, parce que je regarde le cadran qui défile et rapidement sur les pensions. Pourquoi est-ce que RSF concentre l'énergie et l'argent pour les pensions sponsorisées? Donc, il y a 7 grands plans et ils représentent 560 milliards d'actifs, 2 tiers des actifs dans les pensions, dans le système de pension de l'Ontario. C'est massif. Il y a plus de 2 millions de membres, de bénéficiaires dans ces plans. Et donc, c'est pour cette raison qu'on doit regarder. On a un statutatoire qui dit qu'on doit protéger les droits, les bienfaits des membres. Et ça inclut les plans. Oui, il y a des organisations qui sont des bonnes organisations, qui sont compliquées, qui représentent leurs membres, mais notre travail sous la loi, c'est de s'assurer que ces droits et ces avantages sont protégés. Donc, c'est des organisations compliquées. On a tellement de millions de dollars. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Donc, c'est complexe ce qu'ils font. Ils font des choses des investissements complexes, l'équité, l'infrastructure, les stratégies dérivatives, les crédits privés, et ils sont là. Et on ne doute pas qu'ils savent ce qu'ils font, mais on fait différentes choses. Mais les pensions sophistiquées, on fait des erreurs aussi, et on rentre dans le trouble et reviennent pratiquement toujours au brisement dans la gestion, la gouvernance. Donc, on va se concentrer sur les fiduciaires dans le plan. On va être là pour les soutenir, pour assurer que nous formons une vue indépendante sur leur gestion de risque et de gouvernance. Ça va être une valeur pour ces fiduciaires et les plans, et je sais qu'on va être de valeur pour les membres qui comptent sur ces plans
et les sponsors gouvernementaux, parce que s'il y a des pertes, les avantages vont diminuer ou les sponsors ou les membres, les contributions doivent augmenter. Nous croyons qu'on veut s'assurer des risques évitables ou l'éviter. On veut vous rappeler que vous pouvez soumettre vos questions ici. On va les voir pour demander à Marc à la fin de la session. Donc, aux unions de crédit maintenant, on a commencé avec des bons commentaires de coopératives de crédit, le travail que vous avez fait. Donc, les coopératives de crédit sont semblables aux banques et ont vu des risques semblables et on a vu des échecs là aussi. Mais qu'est-ce qui vous inquiète sur nous, coopératives de crédit? Bon, probablement dans le contexte, les problématiques qu'on voit dans le Silicon Valley, les banques aux États-Unis, nous avons regardé ça et très proche et ils ont des modèles uniques concentrés dans certains secteurs, les technologies, et ainsi de suite. Et Silicon Valley, ils ont des grands dépôts non assurés qui n'étaient pas, en fait, collants. Il n'y avait pas de raison de rester avec l'entreprise et ils ont des pratiques de liquidité qui étaient suspectes, incluant ce qui semble être des sécurités de haute qualité, mais ils ne les amenaient pas au marché lorsqu'ils devaient vendre ces sécurités pour avoir de l'argent pour payer les dépôts et qui commençaient à courir parce que les compagnies tech voulaient leur argent. Donc, ils ont eu des pertes et soudainement, ils ont des problèmes de capitaux. Donc, Silicon Valley n'avait même pas d'OCR depuis des mois et il n'adressait pas les réglementations. Il y avait toutes sortes de choses qui ont mal viré, je peux dire, avec confiance que ces problématiques n'existent pas dans nos systèmes de coopératives de crédit. Donc, on pouvait mettre ça d'un côté. On a des dépôts stables. Leurs modèles sont vrais et été mis à l'épreuve déjà. Donc, évidemment, je suis un réglementaire et je m'inquiète souvent, mais je vais frapper ici. On voudrait voir les profits augmenter et il y a eu des marges, compression de marge et habituellement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les marges devraient augmenter aussi. Ce n'est pas arrivé de façon universelle au travers du secteur et c'est troublant des fois parce qu'on croit qu'à cause des trésoreries et les actifs et les principes, on se concentre aussi qu'ils ont besoin de continuer à investir. Et ça crée un problème si vous n'avez pas assez de grandeur. Donc, ils compétitionnent contre les banques. S'il va y avoir des produits et des services qui compétitionnent, ils doivent investir. La troisième chose sur laquelle on se concentre, c'est s'assurer que l'assurance des dépôts, qu'il y ait une liquidité, particulièrement des liquidités d'urgence, parce que vous devez les avoir pour arrêter ces petits problèmes, les empêcher de devenir des grands problèmes, que l'assurance de dépôt est là et donne la confiance aux ceux qui déposent et liquidité pour s'assurer que les coopératives de crédit vont honorer les obligations, même s'il y a des actifs liquides d'un côté. Il peut y avoir des demandes et des dépôts qui vont excéder leur possibilité d'amener ces actifs en position liquide. Et la dernière chose qui nous inquiète est basée sur nos expériences coopératives de crédit. On va s'assurer qu'on a la bonne résolution d'autorité. Notre régime présentement n'a pas tous les outils en place et les résolutions, résolutions modernes ont, et ça nous a empêché d'avancer rapidement. Donc, on a des inquiétudes, j'appelle ça des inquiétudes normales pour le régulateur, et on se concentre sur les choses qui peuvent aller mal. Joanne en a fait allusion, et une des choses qui ne nous inquiète pas, c'est les hypothèques résidentielles, même s'ils ont beaucoup plus de flexibilité dans les banques réglementées, et ils semblent les utiliser sagement. On ne voit pas des pratiques d'emprunt qui exposent leur organisation à tout risque hors de ligne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, avec l'assurance de dépôt, la réserve, vous gardez les yeux fixés pour voir si les fonds sont à la bonne grandeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous évaluez encore? Est-ce que vous êtes heureux avec la position? Bon, lorsque les coopératives de crédit deviennent plus grandes, les dépôts deviennent plus grands aussi. Il y a eu 100 points de base de cible pour le DERF et on a appliqué des bonnes statistiques et des bonnes analyses basées sur ces données où nous avons grande coopérative de crédit. On peut stresser leurs emprunts et basé sur ça, on commence la discussion maintenant dans le secteur que le DERF, c'est dans l'intérêt du secteur parce qu'ils vont se protéger. Un différent DERF est approprié. On a les idées là et va partager avec l'idée, arriver à un consensus et aller au gouvernement ensemble. Parfait.
Maintenant, à la vie, assurance vie et santé. Comme on a dit, on a vu FISRA qui a pris des actions pour renforcer le secteur. Et à quel point est-ce qu'on est sérieux à RSF empêcher ces blessures aux consommateurs. Et je veux souligner quelque chose qui était soulevé l'année passée en autour de ce qu'on appelle la vie d'assurance orphelin. Et pour les détenteurs ne recevront pas de services par leurs agents parce qu'ils sont à la retraite ou quitté l'industrie et donc ils sont orphelins parce qu'ils ne peuvent pas retrouver leur police ou ne peuvent pas trouver leur famille, ne peuvent pas avoir les paiements. Donc, on peut parler un peu de comment que ça rentre dans les dangers aux consommateurs. Donc, j'ai fait allusion à nos centres de distribution et on a réalisé que les MGA, les agences de gestion, jouent un grand rôle. Et il y a multiples niveaux d'agents entre l'assureur et l'agent qui est l'agent de vente pour le consommateur. On identifie que les pratiques où il y a la complexité comme la vie universelle, qui est grand pour un individu qui a de l'argent et qui utilise tous ses avantages de taxes et qui fait de la planification et on se fait vendre dans des gens qui sont dans des situations moins durables et ne peuvent pas continuer d'avancer et tout l'argent qu'ils ont mis là va aux frais. On considère que c'est une pratique inacceptable et la plupart des assureurs le croient aussi. Donc, on réalise qu'on doit utiliser les outils que nous avons. Nous avons mis des guides dans ce qui est acceptable si tu es agent. Et les MGA, qui est un type d'agent qui reconnaît que les assureurs ont l'obligation et un système de conformité pour s'assurer qu'ils vont savoir ce qui se passe dans leur canal. Et notre point de vue, c'est que les fonctions de gestion et pour former les agents, ils doivent avoir la même obligation qui ont un système en place pour la conformité. Pas que ça va relâcher l'assureur de la responsabilité, mais des fonctions déléguées, mais ils doivent s'assurer que le lieu du marché fonctionne bien, que ces agents sont correctement entraînés et supervisés. Il y a aussi une discussion qui nous serait très heureux d'avoir des commentaires, c'est est-ce que vous pouvez être un agent ou un MGA qui va surveiller les produits. Si vous vendez des produits qui ne sont pas efficaces, même si on n'a pas un régime en place qui existe mais on ne peut pas être un agent ou un MGA si vous êtes en train de vendre des produits qui ne sont pas bons pour le client. Donc, vous devez travailler, on va travailler sur ça. Et ces polices orphelines, 4,6 milliards de dollars. La plupart des incitatifs sont là, sont directs, les frais sont payés directement. Et oui, ça l'amène à ce qu'on appelle des polices orphelins. Quelqu'un quitte l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de valeur dans ce livre d'affaires. Donc, on n'a pas beaucoup de plaintes de police orphelins parce que le livre des affaires est vendu à quelqu'un et c'est plus par un autre agent qui veut en fait contacter le client, voir si leur besoin a changé. Donc, il y a plus d'assurance qui peut être achetée. Et aussi, on croit que les assureurs, s'il y a un client orphelin, ils vont essayer de trouver un agent qui va les couvrir. Ils utilisent leur propre centre d'appel pour fournir des conseils sur l'administration de ces polices. Et ultimement, l'assureur n'est pas inquiet et la perte de l'agent ne change pas le terme de la police. Donc, tous les avantages demeurent. C'est quelque chose que le marché, s'il ne fonctionne pas bien, que les agents quittent et qui ne sont pas remplacés. Mais la raison qu'ils ne le font pas, c'est parce que les conseils n'est pas fourni. L'assurance vie, c'est compliqué. C'est pour cette raison que les agents ont des compensations et ça a besoin d'être le bon incitatif de commission. Idéalement, c'est un où le conseiller a eu un incitatif et qu'ils peuvent payer pour des frais financiers et qu'on a continué à avoir une relation avec les clients. Et ça, c'est le Cadillac, mais ce modèle ne fonctionne pas pour les gens qui ne sont pas prêts à payer ces frais directement ou n'ont pas le portefeuille où les assurances peuvent justifier le coût. Donc, on observe ce marché étroitement, mais c'est surprenant qu'on n'a pas autant de plaintes dans ce domaine. J'étais pour parler de la compensation aussi, des commissions qui sont payées, parce que tu as raison, les polices sont vendues, les commissions sont payées lorsqu'ils vendent, ce n'est pas vraiment payé au service. Donc, j'ai parlé à beaucoup de conseillers financiers à ton point qu'ils vont servir ces clients comme une courtoisie. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir vendre de façon croisée. Mais pensez-vous que l'industrie va regarder
à cette façon, c'est grand et ça doit être changé, la façon qu'on est compensé sur une police d'assurance vie. Mais pensez-vous que c'est correct que les commissions, l'argent qu'ils l'ont vendu, que les résiduels continuent à être vendus à cette personne, qui sont prêts à la retraite ou non, et à moins qu'une compagnie d'assurance intervienne et peut les collecter. Mais en ce qui m'attrait, il y a beaucoup de gens à la retraite qui collectent ces petits résiduels. Et c'est une façon que l'industrie peut possiblement rediriger ça, ces résiduels, pardon. Oui, c'est important. Et il y a des incitatifs qu'on regarde avec les régulateurs canadiens. Et donc, c'est un sujet qu'on discute, mais c'est important que nous puissions permettre assez d'incitatifs pour que les gens puissent avoir les conseils et savoir ce que leurs besoins d'assurance sont. Et aussi, la deuxième pièce à laquelle tu fais allusion, c'est de s'assurer qu'il y a des incitatifs pour donner des conseils continus. Et ça, c'est un équilibre qu'on doit avoir, surtout lorsqu'on veut minimiser l'intérêt consommateur. Notre objectif, c'est que pour minimiser les frais qu'ils payent. Donc, il y a un jeu d'équilibre, ce qui est difficile. Et finalement, pour revenir au MGA, les MGA ont augmenté les exigences comme de devenir une classe licenciée. Est-ce que ça va laisser les assureurs? Je ne crois pas que, oui, les contrats est entre l'assureur et le client. Ce n'est pas comme dans les sécurités que c'est différent, un instrument différent qui est créé par quelqu'un qui est vendu par un détenteur, distributeur, et c'est un contrat continu de bonne foi entre l'assureur et le client. Donc, je crois que les assureurs doivent toujours être responsables pour leur contrat et pour comment c'est distribué et comment ils vont administrer à terme ouvert. Et la conformité, il n'y a pas d'exception pour ça. Je dirais que si on a plus d'outils sur les MGA, nous allons voir notre façon de réglementer et d'arriver à la conduite qu'on veut voir. Et on n'aura pas à mettre autant de pression sur les assureurs parce que c'est les agences de gestion qui vérifient les agents. On peut aller à cette agence de gestion et ça peut remédier le tout plutôt que d'aller à l'assureur et utiliser son influence sur l'agence de gestion et c'est beaucoup mieux si on peut faire ça directement. Mais non, je crois que ça va toujours être approprié pour l'assureur d'avoir cette obligation continue pour ses canaux de vente. Est-ce que c'est ce qui est dans le contrat? OK, maintenant, aux planifications financières et conseillers financiers, et dans un domaine que je surveille étroitement aussi, plusieurs dans la communauté d'investissement et surtout en Ontario, les titres, l'acte de protection des professionnels qui est passé en 2019 et qui exige tout le monde dans la province qui veut utiliser un titre de conseil financier ou planificateur financier d'avoir des créances nécessaires des fournisseurs appropriés. Et puisque ce projet de loi a passé, et RSF a approuvé l'organisation de réglementation d'investissement qu'on va nommer zéro. Et ça préoccupe les investisseurs en entour des licences de fonds mutuels. Pourquoi que RSF permet des milliers de personnes d'être enregistrées, mais d'utiliser les vendeurs? On le fait parce que c'est dans l'intérêt du consommateur et c'est complètement aligné avec les régimes qui existent dans la loi et celles que nous consultons dans nos règlements et nos lignes maîtresses. Bon, on recule un peu. Avant que ce régime existait, n'importe qui pouvait utiliser le titre de conseiller financier. Pas d'éducation, pas de créance, pas de plainte, pas de discipline. N'importe qui peut l'utiliser. Donc, tout le monde est d'accord, ce n'est pas bon. Maintenant, on revient avant qu'on avait zéro qui était approuvé. Quand on avait les créances, les corps de créances et qui disaient, nous avons un cours, un programme, on va superviser, on va donner des créances à cette personne, ils peuvent donner un conseiller financier. Mais aussi, on avait un plus grand corps de conseillers que nous avions qui n'utilisaient pas ce titre de conseiller financier parce que c'était par terme grand-père. Donc, on a des gens qui utilisent le conseiller investissement et on va voir nos créances. Si zéro n'est pas là, on va voir que cette personne est une personne de vente de fonds mutuels et de trouver cette connaissance. Bon, c'est un investisseurs, OK, ils sont réglementés par CERO. CERO, c'est le standard d'art pour plusieurs des choses qu'on veut voir dans les marchés de créances. Ils sont surveillés par le OSC, les administrateurs.
et ils ont un système développé de conduite et de discipline. Donc, les gens qui sont dans la structure Cero, et oui, ils sont bien réglementés. Le problème que les défenseurs des consommateurs ont, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, ils en veulent plus, je comprends. Leur préoccupation que certains Cero, en fait, les gens qui ont des licences regardent les fonds mutuels comme un produit seul. Mais en étant dans notre régime, ils ont un code de conduite professionnelle, d'éthique et de standards minimum de compétences. Ils doivent non seulement comprendre leurs produits qu'ils vendent, mais aussi une responsabilité de comprendre les produits alternatifs. Et je crois aussi que c'est un bon signe que le fait qu'ils sont prêts à rentrer dans notre régime, sachant que c'est le cas, c'est une opportunité pour tout le monde d'apporter, de monter la base minimale. Bon, possiblement que vanter des fonds mutuels, vous devrez dire dans votre circonstance, possiblement que tu as besoin d'acheter des ATF, des stocks ou des bons ou d'autres diversifications. Donc, on veut que le marché soit là et avoir Cero qui est là. Il y aura moins de confusion, la possibilité maintenant d'avoir la meilleure de Cero et d'amener les autres corps de créances à un standard plus haut et de travailler avec Cero pour amener ce standard en plus haut standard des autres corps de créances. Et c'est à l'avantage de tout le monde. Et aussi, ça réduit les coûts de départ qui sont chargés aux corps de créances, que je crois qui est dans l'intérêt de ces corps aussi et tous leurs membres, parce que c'est les membres qui vont payer. Y a-t-il une préoccupation? Parce que Cero vérifie deux types de conseillers. Et ce qui était comme le IROC, les fonds mutuels, et quelqu'un peut être préoccupé qu'ils vont parler à quelqu'un, qui a un conseiller qui a une licence qui va donner différents types de conseils. Bon, cette préoccupation existe aujourd'hui en étant dans notre régime aujourd'hui parce qu'on a consulté sur ce sujet, c'était soutenu, c'est que oui, le MFDA devait être qualifié. Mais lorsqu'ils utilisent leur créance ou le conseiller financier, il doit dire aussi c'est quoi leur créance et ça sera apparent au travers de la vérification de créance et l'outil qu'on va donner. Un consommateur peut facilement trouver que cette personne est différente de d'autres et qui peuvent donner des conseils sur les stocks et les bons et les obligations. Donc, ce consommateur et cette transparence est vraiment importante. Oui, je peux faire un panel complet sur ça. Donc, je vais passer au courtier d'hypothèque. On va voir si on peut arriver aux questions des auditoires. Un grand sujet au Canada, c'est avec les prix des foyers et la disponibilité aussi. Est-ce que vous êtes préoccupé que ça va causer des risques et des problèmes de conduite dans les hypothèques résidentielles? Oui, toujours. Lorsqu'il y a des stress dans les marchés, il y a des incitatifs pour les comportements et aussi une partie de ça parce que, comme on dit, que on voit, quand la marée descend, on voit qui nage à toute nue. Donc, il y a des gens qui vont faire de la fraude pour les hypothèques parce que c'est de cette façon qu'ils peuvent garder leur maison et donc ils vont rendre l'information plus grise pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et ce qui nous préoccupe, c'est que les courtiers hypothèques ont nous supervisons, leur volume vont toujours descendre aussi. Ils vont vouloir essayer et vouloir aider cette personne qui a de la misère à avoir une hypothèque. Et ça peut être de bonnes intentions, mais ils peuvent couper les coins ronds et ne pas fournir l'information nécessaire aux institutions financières. Donc, on est préoccupé de ce niveau-là et on est préoccupé aussi de ce qu'on voit dans le marché privé des marchés d'hypothèques. C'est à court terme, ils sont plus chers. Ce n'est pas une façon qu'ils peuvent avoir une maison après 25 ans. Si c'est un pont dans une vente, en fait, pour établir le revenu, pour avoir une routine, une hypothèque routinier à des plus longs termes, c'est viable à long terme. Donc, nous mettons de l'information pour ça, pour les utilisateurs d'hypothèques privées qui ont créé des agences privées licenciées parce qu'ils devraient avoir des expériences, parce qu'on doit se souvenir qu'ils vont gérer des institutions moins sophistiquées qui se protègent. Ils gèrent avec des investisseurs privés. Si les investisseurs privés sont à risque, ils ont vu des choses dans les papiers, les articles, et on voit comment que ces deals peuvent devenir des grands échecs et on travaille vraiment fort pour s'assurer que non seulement qu'on aide les gens à trouver des hypothèques et les institutions hypothécaires, mais les investisseurs peuvent se protéger s'ils vont participer dans ça parce que c'est vraiment un plus grand retour, mais un plus grand risque. Et donc, on finit exactement sur le zéro
Je présume que ça va arriver ici dans les questions. Voilà. Est-ce que SF travaille avec le ministre des Finances pour moderniser l'acte d'assurance et pour réglementer les intermédiaires non licenciés pour voir la partie de l'acte? Ah oui. Bon, je ne suis pas sûr ce que ça veut dire. Bon, est-ce que ce sont les fires mutuels? C'est ça? Bon, j'ai jamais pensé ça de tel terme. Alors, la décision de quelle législation va être changée, c'est la décision du gouvernement. Nous fournissons notre avis au ministériel. Nous pensons qu'il y a une action appropriée de prendre. Je pense que l'acte, les lois de l'assurance, celle fédérale ou provinciale, il y en a des sections qui doivent être mises à jour. Bon, on vient d'y parler dans la classe. La plupart des assurances sont distribuées par les MGA. Alors, je dirais que oui, c'est quelque chose à jeter un coup d'œil, mais bien, on a des outils existants, régulatoires, et bien, si ça sera mis à jour ou non, bon, on aura toujours les outils. Et oui, je dirais certainement que oui. Le ministre sera choqué si je viens de dire, bon, c'est la pièce de législation que bien peut-être doit être revue dans le futur. Bon, les questions suivantes. Est-ce que l'Union du crédit puisse avoir l'accès pour les crédits d'urgence par l'assurance, le fonds de l'assurance de dépôt, l'autre acronyme, s'il y en a une crise à court terme, bon, s'il le demande, disons, bon, si on vous demande un ami. Nous, un ami, c'est la casse populaire, oui. Alors, on a toute une grande flexibilité dans la loi de caisse populaire pour l'assistance financière ou c'est dans l'intérêt général. Oui. Alors, pratiquement, si on a besoin d'un peu de l'argent, maintenant qu'on aura des problèmes après, bon, pour stabilité financière, d'être dans le secteur fort, stable, alors on va utiliser ça d'une manière créative. Dans l'union de crédit, par exemple, on vient de fournir des facilités pour que les membres de l'union de crédit qui ont des problèmes, on va émettre 500 millions de dollars pour une union de crédit de moins d'1 million. Mais bon, pour s'assurer que des choses qui sont nécessaires, elles sont couvertes. Bon, pour qu'ils oui, on pourra utiliser le DRF et puis les lignes de crédit du gouvernement provincial et puis utiliser les suppléments quand on aura besoin de plus de fonds, par exemple pour l'IROC. Et puis, on voudra aussi avoir l'accès propre auprès du Banque du Canada où les programmes du banque permettent les prêts ou d'assistance et de plus. Et c'est quelque chose qui est facilité par le gouvernement fédéral par des changements pour les lois de paiement du Canada. On prend soin vraiment à profondeur de ces issues et on a des instruments légaux qui sont là pour fournir l'assistance à court terme. Puis, réponse régulatoire, la RSF puisse prendre du temps pour finaliser. D'autres organisations d'investissement vont changer avec les technologies. Comment est-ce que vous voudriez qu'on fait faire l'investissement en modérant avec souci que les termes seront prohibés en succession de prohibitions? Bon, les technologies qui seront prohibées, c'est difficile à gérer parce que cette prohibition ne sera pas faite par nous, le réglementaire, l'agent réglementaire, mais bon, c'est l'utilisation des algorithmes, des données, quel type d'algorithmes sont discriminatoires, toutes ces choses-ci, bon, peut-être nous ne serons pas les personnes, les sociétés qui vont le prohibir. Ce sont les institutions financières d'aller vers les IA et les recueils de données d'une manière bonne. Mais bon, le Banque du Canada surveille tous ces modes. Alors, c'est vraiment nouveau. Je sais que bien, c'est dans la presse maintenant, mais les modèles eux-mêmes et le recueil de l'information, ces données étaient déjà là bien pour bien des années. Les modèles qui sont basés sur les préférences consommateurs, bon, les choses ne sont pas des nouveaux comme les outils. Ce qui est nouveau, c'est
la gamme de l'application et comment on fait les applications, comme par exemple ChatGPT, l'utilisation de ces organismes, des ChatGPT qui apprend de grandes bases de données. Je pense que ça va continuer, mais ça va pas être les réglementaires prudentiels du comportement, mais ce sera les réglementations des données de la vie privée. Et puis, c'est vrai, il y en a des incertitudes parce que des gens, ils veulent avoir la protection des choses et puis ils n'apprécient pas pour le moment. Bon, suivant les revues MG thématiques, est-ce que la RSF vient de conclure qu'on aura besoin de plus de revues pour les compagnies d'assurance? Oui. On vient de voir des étapes différentes. Alors, ce sont des chaînes, des canaux, et puis on vient de voir des assureurs particuliers et les agents généraux principaux. Et puis, pour s'assurer que l'équipe de l'assurance vient de voir les revues de supervision pour que les compagnies d'assurance majeures, y incluent les autres provinces qui veulent participer, et on va revoir ces revues, oui. Il y en a des niveaux différents, un niveau multiple, et maintenant on est en train de bâtir les ressources de supervision, de conduite qui va s'assister. C'est pas fini, ce sera une chose permanente de comment on va superviser ces compagnies d'assurance auprès des lieux de travail. Bon, je vais mettre les questions pour le planificateur financier à l'acte de protection. L'advocus, quel est le statut du point de vue de ces situations financières et les problèmes légaux qui étaient reportés dans les médias? Comment est-ce que la RSF va s'assurer que l'advocus sera suivi? Bon, on a l'obligation de faire le suivi. Bon, les nouveaux gestionnaires sont là. Il était proactif avec nous maintenant. Bon, ils sont en bonne étape. Bon, ils sont en bonne condition. Et des gens, bon, ils ont les titres. Bon, des gens doivent avoir la confiance de continuité de l'existence. Il n'y en a pas de raison de penser qu'ils ne vont pas continuer. C'est la part importante des affaires. Mais puis, ils ont adopté, mais s'ils voulaient. Et puis, il était vraiment, il allait à processus d'approfondi. Si on parle des grandes forces, d'Armstrong, d'autres corps de crédence. Et puis, on va continuer de superviser celle-ci et certainement d'autres organisations qui a les changements de dessus-dessous. On va s'assurer qu'elles ont les gouvernances, les ressources nécessaires. Et puis, on va s'assurer qu'on va faire soit avec utilisant les instruments normaux de supervision pour y tenir l'œil, pour voir les corps crédentiels. Bon, on ne voudra pas voir que ceux qui tiennent les titres qui vont passer, qui vont perdre les titres. Mais bon, là, c'est un bon conformité maintenant. Bon, l'audience sur le type de changement de climatique, des autres corps de réglementation, ils ont besoin de divulgation de leur entité, comme divulguer l'information sur les émissions financières. Est-ce que la RSF va dans la même direction aussi bien? Je ne veux pas être de désaccord avec d'autres régulateurs, mais la plupart des institutions financières, les risques du climat, c'est le risque dérivé. Les CT, ils ont leur propre point clé, mais ils ne sont pas vraiment produisants. Les choses qui gèrent les gaz à effet de serre. Oui, ils fournissent le financement pour les sociétés. Et puis, c'est pourquoi c'est le risque dérivé. Leurs activités d'affaires, ils ont l'influence, oui, sur les questions environnementales. Mais oui, ils sont très concernés en ce qui concerne les prospectifs, les changements du climat, les risques climatiques. Mais oui, par exemple, votre pension, et puis vous êtes payé des centaines de milliards de dollars, où est-ce qu'on va les investir? Est-ce qu'il y a un risque qu'ils ne sont pas assez diversifiés pour que ils auront les problèmes? Alors, c'est la politique de diversification du risque. On a besoin que les autres ils ne disent pas qu'il n'y en a pas de l'investissement dans l'huile et le gaz, mais il faut que les organisations sont prudentes dans ce qu'elles font. Disons, on ne peut pas dire que le régime de retraite ne doit pas investir dans le gaz et l'huile. C'est pas notre rôle de les dire où est-ce qu'ils font ou ne font pas l'investissement. Notre but, c'est de s'assurer qu'elles sont protégées et que nous protégeons les droits des membres.
Alors, si quelqu'un a l'exposition un peu trop, alors pour gérer, c'est sous ces risques. Ce sera notre premier concern. Alors, une bonne question. Est-ce que vous entendez de moderniser le PSA et l'agence de la vie pour continuation de CI et le niveau de licence, comme par exemple celle des courtages hypothécaires récemment? Un bon commentaire. C'est quelque chose que nous considérons dans des thèmes, des thèmes différents. Bon, dans la zone de l'assurance, oui, on pourra potentiellement faire plus au niveau de l'essence, mais je voudrais que bien, on n'aura pas la nécessité de stabilité vraie dans les produits. Alors, il faut penser où sont les plus grands impacts. Je pense qu'on est fini, non? Une autre question. Qu'est-ce que vous faites pour faire pour penser des consommateurs vulnérables qui n'ont pas l'anglais ou français comme la langue maternelle, qui n'ont pas l'accès par l'Internet facile? Bon, nous savons de ces concerns auprès de l'RSF. La plupart des gens, elles ne savent pas qui nous sommes. Et voilà. Bon, pour moi, ça fait mal, mais bon, mes enfants, elles savent qui je suis. Mais bon, on a mis les vidéos sur notre site web. Bon, les régulateurs, ils font des activités sur ces machins, oui. Nous pensons que c'est comme le registre public où on prend soin des checks crédentiels et on a des stratégies ciblées qui ne coûtent pas beaucoup de l'argent. Alors, on ne va pas faire des publicités sur le Super Bowl, mais on va faire des choses qui sont qui a trait en recherche. Quand on a de l'information, quelqu'un fait la recherche, par exemple, pour avoir l'assurance, le police de l'assurance, trouver un avisateur financier, d'avoir l'hypothèque. Alors, que notre information vient et que bien, ils vont savoir que bien nous y sommes. Nous ne sommes pas les premiers sur la liste. On ne va pas payer pour ça, mais bien nous serons là, nous serons accessibles. J'aime personnellement que les gens sachent ce que c'est l'RSF. Mais ce n'est pas tout à fait important. Ce qui est important, qu'ils trouvent l'information nécessaire. Pensez des services financiers que des gens achètent. Beaucoup de fois, ce sont des épisodes de leur vie seulement. Ils vont se marier, bon, ils vont prendre une autre personne, l'enfant est né, par exemple, l'assurance, ils achètent la maison, ils ont besoin de l'hypothèque, des enfants vont à l'école, vous commencez de voir les fonds à côté. Notre information doit être quand c'est nécessaire. Je pense que c'est un bon instrument pour éduquer les gens, l'information de base. Mais la vérité est que bien, si on n'utilise pas les connaissances, bon, on espère qu'on les donne assez de connaissances de base pour la formation, pour qu'ils puissent chercher des produits bons quand ces événements dans leur vie se passent. Et puis, notre rôle de la RSF de faire d'une manière facile. Et si, par exemple, vous allez obtenir l'hypothèque, alors voilà, c'est ce qu'il vous en faut. Voilà, si c'est la police de l'assurance de l'a dit, c'est ce sont les questions à poser pour vous. Les pensions, les régimes de retraite. Voilà. D'une manière facilement consommable pour des gens, pour des clients, pour que c'est bien différent quand on parle avec des consommateurs et quand on parle auprès du secteur. Le taux de complexité de la langue. Bon, on est optimistique que notre nom sera là de temps en temps et puis on va y poser de l'information et non dépendant s'il sache ce que c'est l'RSF ou non, mais bien l'information nécessaire pour le consommateur. Je pense qu'on pourra finir sur les questions multiples en ce qui a trait les caisses de crédit. Quelle est votre position sur les caisses de crédit qu'elles vont aller sous le régime fédéral? Est-ce que l'RSF voudra continuer de s'en gérer pour avoir plus de consolidation auprès des unions de crédit? Bon, les objectifs, pratiquement, c'est pour s'assurer qu'il y en a la stabilité dans le secteur, fort, innovatif, compétitif, les plans du FRAD, le fonds de réserve d'assurance de dépôt. Bon, on considère ces objectifs et puis, oui, on va y parler de toutes ces questions, mais les caisses de crédit, ils veulent aller sous le niveau fédéral, c'est le choix de leurs membres. Là. Mais nous pourrions y jeter un mot parce que nous sommes là pour la stabilité du secteur des caisses populaires à l'Ontario. Alors,
On a un débat assez intéressant de ce que ça veut dire si les unions crédit majeures vont aller fédérales pour la stabilité du secteur. Je dirais que pour nous, c'est important de prendre l'objectif d'une manière très sérieuse quand on va prendre les décisions. Et ce qui est important, vraiment, on essaie de créer l'avantage de l'Ontario. L'avantage de l'Ontario, c'est qu'on croit qu'on développe le système mondial pour la supervision des crédits, des unions de crédit à l'Ontario, basé sur les principes, basés sur les... et puis, pour s'assurer qu'on n'est pas seulement pour travailler un processus auprès des crédits unions de comment ils font leurs affaires. Ce sont les membres qui ont leur conduit et qui sont bien protégés. On pense que le fonds de réserve pour s'assurer qu'il y en a assez des systèmes, des instruments régulatoires pour résoudre le problème. Tout ça va nous donner un système très bon des unions de crédit et ce sera pour l'avantage pour l'Ontario. Et les unions de crédit, ils veulent rester. Nous ne sommes pas inondés. Je ne sais pas même si on a encore reçu des applications pour aller au niveau fédéral. Ce qui est intéressant, la plupart des caisses de crédit, quand elles viennent à ce niveau, elles puissent créer des banques. Et puis, pour aller extra-provincial, alors sans changer leur juridiction, ils puissent aller. C'est différent auprès de Colombie-Britannique, mais pour les fédéraux, oui. On n'est pas contre d'aller fédéral, mais on va toujours suivre notre objet, ce qui est mieux pour les unions de crédit, pour le système. Est-ce que vous voudriez continuer de réglementer? Oui, c'est notre travail. Oui, ce sont nos objectifs. C'est pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Mais bon, nous sommes le réglementaire, oui. Oui, c'est ce qu'on fait. Alors, vouloir, ça ne vient pas comme ça, vouloir ou non. En ce qui a trait à la consolidation, oui, certainement, il y en a beaucoup de consolidation au sein des secteurs. Et on attend que, bien, ce sera plus. Mais on ne sait pas bien quel est le chiffre correct ou les dimensions correctes. Alors, il y en a la tendance d'augmenter parce que pour avoir plus de produits, de diminuer le coût général et pour les gestionnaires, mais il y en a des unions de crédit qui sont vraiment petits et qui ont des modèles d'affaires très bons et très successifs. Bon, c'est une source très importante pour la compétition auprès des autres organisations financières pour comprendre leurs membres, leurs nécessités. Et c'est la composition très positive. Alors, on comprend les nécessités des membres et comment les desservir beaucoup mieux. Alors, avec tout cela, oui, on pourra continuer avec des caisses de crédit plus petites pour toujours. Mais oui, plus de consolidation, oui. Je pense que probablement c'est ce qui se passe, mais on voudra avoir le lieu du marché de décider sur cela. Oui, certainement, ce sont les décisions à évolution. Mais on va faire l'advocation et pas la planification centrale comme les politiques industrielles ou bien décider qu'il doit y être 15 ou 50 caisses populaires à l'Ontario. On voudra que le marché le décide et on va réglementer cela. Oui, très bien. Et officiellement, notre temps est fini. J'apprécie beaucoup des commentaires. Si les questions ne sont pas encore répondues, alors on va avoir la réponse en ligne. On va les poster en ligne. Et puis, mon courriel aussi. Et merci, Marc, pour nous avoir joints ici. C'est fantastique. Merci. J'espère que vous l'avez aimé. Merci.